pense que cette lettre est assez révélatrice des manquements de cette enquête pénale française qui n'a duré, et je mesure bien mes mots, que 50 jours. Elle a commencé le 18 août 2015 et elle a terminé ses travaux, soi-disant, le 6 août, il y avait une information judiciaire. Contrairement à l'affaire Michel Platini, où ils ont enquêté pendant 3 ans avant de convoquer Michel Platini en garde à vue. Lamine Diack a été interpellé le 1er novembre à Roissy, tout de suite, et a été mis en garde à vue pour 36 heures au commissariat de Nanterre. Donc, ça vous montre déjà l'atmosphère de cette enquête. Et en disant que la commission d'investigation a mené une enquête exhaustive sur ces faits allégués. Mais il ment. Moussa-Emilien Pan n'a jamais entendu Lamine Diack, la commission d'enquête indépendante de l'AMA. Elle n'a jamais entendu Pape Master Diack, elle n'a jamais entendu Habib Cissé, elle n'a jamais entendu le docteur Dolé. Donc en disant à la justice française que nous avons fait une enquête exhaustive, c'est mais vraiment un mensonge béat. Parce qu'ils ne sont pas allés au bout de leur logique. En disant que notre rapport terminera au mois d'août, il a encore menti parce que le rapport a été terminé le 9 novembre 2015. Donc ce qui vous montre déjà l'atmosphère. Et on était exactement à 14 jours de la présidentielle de l'IAF à Pékin. Mais je reviendrai sur le rapport de l'AMA. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est que cette personne qui nous a amenés à la justice française et cette commission indépendante, au moment de faire l'ordonnance de renvoi, j'ai les 2 ordonnances de renvoi ici avec moi, 19 juin 2019 par Renaud Van Ruynbeck, 22 mai 2020 par Bénédicte Giraud de Pertuis, le nom de cette personne disparaît. On change subtilement son nom par Anthony Hooper. Et je vous dis qui est Anthony Hooper. C'est un avocat anglais qui est l'avocat qui a été chargé d'enquêter par la commission d'éthique de Michael Beloff, dont M. Pond fait référence dans sa lettre. Alors, pour une institution aussi prestigieuse que la justice française et le parquet financier, ils se permettent de créer des amalgames exprès, de mentir sur ce qui a fait cette enquête. Eux, ils ne l'ont pas fait. La justice française, je vous dis, elle n'a eu que 50 jours. M. Pond dit qu'il a fait une enquête exhaustive, alors qu'il ne l'en a jamais entendu. Donc, c'est une enquête non contradictoire. Et ils disent carrément que le président de l'Agence mondiale antidopage s'appelle Anthony Hooper. Le nom disparaît. Ni Craig Reddy, qui est le président de l'Agence mondiale antidopage, vice-président du CIO, ni Richard William Pond, qui a mené l'enquête avec 9 personnes, dont Günther Junger, un policier allemand qui était à Interpol, dont Richard McLaren, le professeur McLaren canadien qui a fait le 2e rapport qui demande l'expulsion de la Russie aujourd'hui. Alors ces personnes disparaissent subtilement en disant c'est un Anglais qui s'appelle Anthony Hooper qui a fait l'enquête. Donc ça vous montre déjà, ça cadre l'état de cette instruction. Le parquet financier, notamment les juges Van Ruynbeck, Stéphanie Tachot, Charlotte Bilger, ne se sont jamais posé ces 4 questions fondamentales. 1. Quels sont les termes de référence de la commission indépendante? 2. L'AMA a-t-elle compétence d'enquêter sur des faits de corruption relatifs à des contrats de sponsoring, des droits de télévision, d'attribution de compétitions internationales? 3. Le Code mondial antidopage ou la charte olympique permettent-elles à l'AMA ou au CIO d'enquêter sur une fédération sportive internationale? Et 4. L'audit de l'IAF, que Sébastien Coe dit qu'il a commandé, sur les contrats de sponsoring et de droits de télévision, peut-il faire partie d'une information judiciaire ouverte sur des cas de dopage en Russie? Donc, c'est là où l'amalgame a été créé et les conditions pour simplement auditer la gestion de Lamine Diack sur 16 ans. Cette enquête et cette procès que vous avez vu n'est rien d'autre. Un procès où on veut nous parler de morale. Ce n'est pas du droit pénal ici. Parce que le droit pénal, c'est les soupçons, c'est les charges et c'est des preuves. Parce que faire des hypothèses, j'ai vu un email,
j'ai vu un SMS, il y a une lettre dans laquelle M. Diack dit ceci, ça semble indiquer. Voici les faits que 5 ans d'enquête nous ont menés. Tout ce que vous entendez ici, ce sont deux emails, un SMS de Massata Diack à la justice, un virement bancaire, une note supposée envoyée par des Russes, et basta. Rien du tout. Aucune preuve. Alors, je ne m'attarderai pas sur les contre-vérités du rapport de Lama, parce qu'elle a fait un deuxième rapport le 14 janvier. Et là, ce jour, on était choqués de voir qu'au moment de restituer son rapport le 14 janvier, les éléments de l'enquête pénale française qui a commencé en octobre sont intégrés dans ce rapport. Alors que dans sa lettre, il disait la commission indépendante compte publier son rapport en août 2015. Ce qui est faux. Mais elle a pris les déclarations de Lamine Diack devant le juge le 3 novembre pour intégrer ça dans son rapport. En disant que nous avons enquêté. Voici notre deuxième rapport sur les faits de corruption à l'IAF. Et dans le point 4 de ce rapport, je vous le montrerai tout de suite, ils écrivent: nous allons enquêter sur des faits de dopage en Russie, des soupçons de corruption sur le dopage qui ont permis à des athlètes de participer à des compétitions. Et nous allons aussi parler de l'attribution des contrats de marketing, de télévision, d'attribution des Jeux olympiques et des championnats du monde. Alors, je viens de lire le dossier pénal en juin, mais je suis révolté du manque de compétences des avocats de Lamine Diack, les premiers avocats de Lamine Diack, parce que ça montre leur nullité. Ils auraient dû tout de suite dire, mais comment est-ce qu'une agence mondiale antidopage peut-elle enquêter sur des contrats de marketing? Comment est-ce qu'une agence mondiale antidopage peut-elle enquêter sur les attributions de Jeux olympiques ou de championnats du monde? Ils ne se sont pas posé la question. Ils ont dit légitimement, oui, ils ont le droit de le faire. Monsieur Pound, j'ai vu ses dépositions, il vient et dépose le statut des fondations de l'AMA, qui est une fondation de droit privé suisse, dont le bureau principal est à Montréal. Mais subtilement, pour pouvoir déposer au parquet financier, est venu ouvrir un bureau à Lyon. Parce qu'un membre de la commission, Gunther Junger, était un ancien d'Interpol. Il gérait la division narcotique d'Interpol, avant de retourner en Allemagne comme policier à Munich. C'est lui qui avait fait l'enquête sur l'affaire Armstrong. Alors donc, on avait fait une très sérieuse manipulation. Et aujourd'hui, ce sera l'occasion d'en parler une fois pour toutes. Et vous montrer les acteurs, comment ils s'entrechauffent. Alors, aujourd'hui, je suis là pour d'abord vous parler du délibéré. Et sur ça, nous allons me résumer sur une appréciation qui est personnelle. Ce n'est pas l'appréciation de mes avocats, parce que mes avocats feront leur travail à la cour d'appel. Ils devront me défendre au niveau de la cour d'appel. Et enfin, je serai défendu parce que le jour où Moussa Sarr et Ali Fall se joindront à Antoine Boquier, Marie-Sophie Goldschmidt et Antoine Joannin, là, je peux considérer que mes droits de défense ont été bel et bien respectés par la justice française. Mais jusqu'ici, le 13 janvier, on est venu pour me dire « Ah, on ne peut pas faire le procès parce que les documents de Massata sont là. Ils viennent d'arriver. Désolé, il nous faut 6 mois pour analyser ces documents. » Je suis l'excuse principale. On arrive au mois d'avril. Il y avait une audience de mise à niveau qui devait avoir lieu à Paris. Bon, vous savez qu'à cette période, c'était la période de la Covid. Personne ne pouvait voyager. Mais mes avocats qui sont en France n'ont même pas été invités. Ils ont fait une audience de mise à niveau entre le parquet, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel, invitant les avocats de Lamine Diack, d'Adil Cissé, de Gabriel Dolé, sans mes avocats. Et on dit, on va programmer ça entre le 8 et le 18 juin. Quand on a eu écho de ça, on a écrit, on dit, mais écoute, on n'était pas à l'audience de mise à niveau, on sera pas, ce ne sera pas possible parce que les avocats de Massata sont au Sénégal. Ils ont dit non, on refuse. Donc j'étais l'excuse au mois de janvier, on ne veut pas me donner la possibilité de me défendre au mois de juin ou décaler ça au mois de septembre. Donc, pour moi, depuis ce jour, je me suis dit que ce procès est programmé pour une condamnation annoncée. Donc, ce qu'ils ont écrit, les procureurs, leur réquisitoire, c'est ce que le tribunal correctionnel a suivi. Donc, ils sont dans leur logique.
depuis 5 ans. On n'a qu'à faire semblant d'enquêter, parce qu'on attend l'enquête de la commission d'éthique de l'IAF ou de la commission indépendante de l'AMA. On fait un semblant d'information judiciaire, parce que entre juillet 2015, où les premiers contacts ont eu lieu, et octobre, je ne pense pas qu'on puisse enquêter à Singapour, au Qatar, à Monaco, au Sénégal, en Russie, dans tous ces pays où ils disent qu'ils ont été. Ils n'y ont pas été. Je vous dis solennellement, la justice française a échoué à pénétrer le territoire japonais. Le Japon a refusé la commission rogatoire. Le Qatar l'a refusé. La Suisse a refusé. La Russie n'a accepté qu'à une seule condition, qu'ils viennent pour avoir les dépositions de M. Baranichev et de Melnikov et le rapport de la commission russe d'investigation qui a été créée et dirigée par un ancien membre du CIO, M. Smirnov. C'était la seule condition. Ils ont eu la collaboration de Singapour. Singapour a accepté la commission rogatoire. Le Sénégal, contrairement à ce qui se dit, en disant que Lamine Diack ou Massata Diack est protégé par l'État du Sénégal. Je vais aujourd'hui vous livrer la lettre qui a été montrée par le ministre Sidiki Kaba quand son collègue Jean-Jacques Urvoa lui a écrit. Jean-Jacques Urvoa a écrit au ministre Sidiki Kaba une lettre le 31 mai 2016. Et le ministre Sidiki Kaba lui a répondu: j'ai bien reçu la demande d'entraide judiciaire consécutive à l'information suivie contre les nommés Habib Cissé, Lamine Diack, Gabriel Dolé, des chefs de corruption actifs. Bon, je vous enlève tous ces trucs juridiques. La commission rogatoire en question demande qu'il soit diligenté un certain nombre d'actes d'instruction, dont les instructions à banque, les réquisitions à des banques, les inventaires des biens immobiliers et immobiliers et l'inculpation de nommé Massata Diack, citoyen sénégalais demeurant à Dakar. Les faits de la demande d'entraide ont retenu toute attention des autorités judiciaires sénégalaises, tant au regard de leur gravité que de leur médiatisation. Ils concernent au surplus des citoyens sénégalais et seraient commis en partie sur le territoire sénégalais. Au regard de ce double rattachement subjectif et objectif, les autorités sénégalaises entendent bien exercer leurs compétences dans le traitement judiciaire de cette affaire. Cette affirmation de pleine compétence et de par la nature des actes qu'elle implique absorbe et rend sans objet, du point de vue des autorités sénégalaises, la commission rogatoire visant les mêmes faits. Il appartiendra en conséquence aux autorités judiciaires françaises, d'une part, de nous dénoncer les faits aux fins de poursuite, conformément à l'article 30 de la Convention en matière judiciaire du 29 mars 1974, d'autre part, de mettre à notre disposition toutes les informations pertinentes recueillies au cours de l'instruction de cette affaire, en réitérant les formules de responsabilité. J'ai rencontré John Holt, le secrétaire général de l'IAF, qui m'a vu, qui m'a dit: qu'est-ce que tu fous à Londres? Je lui ai dit: mais je suis là pour un stage dans une banque. Il me dit: qu'est-ce que tu fous là dans une banque? Viens travailler chez nous à l'I2F. Je lui ai dit: ah non, on paye bien à la banque. Je suis étudiant, je viens de sortir d'un diplôme, on me paye 800 pounds. Il dit: c'est rien ça. Viens, tu passes me voir lundi, je te fais une offre. Il m'a fait une offre de stage ou de pré-emploi si possible. Je vais voir pendant 2 ou 3 mois de test. Il m'a proposé de venir travailler au département de compétition et de marketing de l'I2F au Three Hands Crescent à Knightsbridge, à côté de Harrods. Donc j'ai été dans l'athlétisme. Je ne suis pas tombé du ciel. Je ne suis pas devenu, par opportunisme, conseiller de Lamine Diack ou parce que mon père est président de l'IAF. Oui, il faut tout de suite me positionner pour gagner de l'argent. Non. Tout le monde ici sait que j'étais dans le football depuis 2000. J'étais au Qatar, au championnat du monde FIFA en 1995. J'ai fait le championnat du monde FIFA au Nigeria en 1999. En 2000, j'étais le consultant du gouvernement nigérian pour la Coupe d'Afrique Ghana-Nigeria 2000. J'étais nommé par décision du conseil fédéral, du comité exécutif fédéral, c'est le conseil des ministres nigériens. C'est là-bas où Badara Mamaya Sen, Bounama Djei, Meynoui m'ont vu, m'ont dit: mais ça va, il y a une diapole Nigeria, nous on va être qualifiés au mondial. Ah, ça m'a c'est au Nigeria. Quand je reviendrai au Sénégal, on verra. À l'époque, donc, le football a beaucoup plus d'argent. C'est une industrie qui représente 290 milliards de dollars par an. Le sponsoring que vous voyez,
au niveau mondial, c'est 145 milliards de dollars. 40 milliards en droits sportifs, 40% en droits sportifs, 30% en médias et 30% en recettes de billets et hospitality management. C'est comme ça que le sponsoring existe. Le football fait 2 fois ça. L'industrie de défense américaine représente 230 milliards de dépenses annuelles. Donc, j'étais au cœur, en travaillant avec la FIFA, avec la CAF et avec les grands pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, mais j'étais au cœur du football. Je n'ai pas besoin d'aller en athlétisme. C'est des miettes, l'athlétisme. Le budget de l'IAF fait 50 millions de dollars. C'est le budget d'un club égyptien. Le budget de l'IAF équivaut au budget de Zamalek ou de Al-Ahli. Donc, pour vous montrer que ce n'est vraiment pas là où je devais aller pour gagner de l'argent. Donc, cette accusation infâme, disant que j'étais là pour être le conseiller marketing de qui, est tout à fait infondée, mais rabaissante. Ma société est une société dûment établie. En 2006, j'étais agent marketing officiel du Togo, en préparatif de la Coupe du Monde en Allemagne. Et c'est à ce moment que j'ai créé PMD Consulting, pour ne pas faire l'amalgame avec Pamorzi, qui était l'agent marketing de la Fédération sénégalaise de football et de la Fédération nigérienne de football. La deuxième accusation, ils disent, je me suis soustrait aux autorités françaises, j'ai fui. Dès que l'instruction a commencé, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis venu me réfugier au Sénégal. Pape Massata vit au Sénégal de manière permanente depuis 2001. Tout le monde m'a vu ici. La société Pamorzi a ses bureaux. Certains journalistes sont venus là-bas. Alors, dire que j'étais en France, j'ai fui. Je n'ai ni appartement en France, ni carte de séjour, ni nationalité française, ni résidence monégasque, ni compte bancaire à Monaco, ni compte bancaire à Paris. Alors, on me dit que j'ai fui la France. Alors, à quoi ça ressemble? Ça montre qu'il n'y a pas d'enquête. 3, ils disent qu'il y a une complicité de corruption passive en Turquie. Qu'une athlète est venue dire à Lama, Pape Massata Diack a cherché à extorquer de l'argent contre moi, en me demandant 650 000 €. Une athlète qui s'appelle Asli, je ne connais même pas le nom, Asli Alpetekin. Alors, j'ai vu le dossier pénal. Quand j'ai lu ça, j'ai rigolé. J'ai dit, mais cette athlète, je n'ai jamais rencontré de ma vie. La justice française, dans ses PV d'audition, on a demandé, mais est-ce que vous avez des preuves, soit audio ou Massata Diack vous sollicite? Non, mais j'avais enregistré ça sur mon iPhone, mais ça s'est brouillé, le téléphone était détruit. Ils disent que j'ai extorqué une athlète turque et que j'étais en escale à Istanbul, j'ai rencontré des gens, j'ai même dîné avec eux. Je n'ai jamais rencontré cette athlète, ni sollicité quelque chose de soutien. La raison pour laquelle je ne me suis pas permis d'attaquer, c'est que j'ai découvert que cette histoire remontait d'un homme d'affaires qui avait rencontré un de mes frères, Khalil Diack. Je me suis dit, fais attention, si tu attaques cette histoire, tu risques de convoquer ton petit frère. Parce que celui qui est là en Turquie, qui connaissait cet homme d'affaires turc, s'appelle Ahmet Karadat. Alors, cette athlète, ironie du sort, je me suis dit, elle a été chopée pour une 4e fois. Elle a été chopée pour une 4e fois. On a échappé 4 fois au dopage. Elle a été sanctionnée à vie. Il paraît que c'était la seule médaille olympique de la Turquie. Et que pourquoi? Je vais le dire aujourd'hui, parce que je me suis tué. Ils sont venus me voir à Istanbul, parce qu'ils savaient que j'étais en escale au Parc Hayat à Istanbul. Le directeur du protocole présidentiel est venu me dire, il faut que je te voie parce que je t'avais rencontré au championnat du monde indoor à Istanbul en février-mars 2012. On a un problème. Une de nos athlètes, c'est la seule médaille olympique, est actuellement sous la sanction de dopage par l'IAF. Et on risque d'avoir un problème parce qu'on est candidat aux Jeux olympiques de 2020 avec Tokyo et Madrid. Ça risque d'être entaché. Est-ce que vous ne pouvez pas voir le président Diack pour demander si on peut être clément avec ça ou la décision va sortir après le vote à Istanbul? J'ai même reçu le coup de fil d'une autorité sénégalaise. Je tairai le nom pour des raisons de confidentialité. Qui m'a demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour ça. Je lui ai dit, mais allez voir le président Lamine Diack. Cette histoire-là, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Moi, je ne m'occupe pas des problèmes de public et de dopage. Ce n'est pas mon problème, comme disait Nebbiolo. Moi, je suis là pour vendre des contrats de marketing et de sponsoring. Je suis peut-être très proche de mon père, parce qu'on travaille depuis 90, mais ça ne veut pas dire que je m'occupe
de tous les domaines à l'IAF. Moi, ce qui me concerne, j'habite à Dakar, ils ont besoin de moi. Il y a une réunion, Helmut Diegel ou Luis Carouilla, le directeur du marketing, ils me disent, Massata, tu peux te joindre à nous pour nous aider à argumenter, à défendre nos dossiers vis-à-vis d'un client ou d'une télévision qui va acheter les droits. Donc, j'ai préféré taire, parce qu'il y avait un problème familial, mais deuxième chose, il y avait aussi le fait que la Turquie entretenait à cette époque une très bonne relation politique et économique avec le Sénégal. La réalisation de l'aéroport de Diass était confiée à la Turquie. Le Dakar Arena, d'autres chantiers, je me suis dit, mieux vaut ne pas envenimer avec cette affaire. Et j'ai, comme on dit, j'ai avalé la couleuvre et j'ai laissé passer. Mais quand c'est ressorti, malgré qu'ils n'ont aucune preuve, aucune évidence m'impliquant quoi que ce soit, ils ont préféré faire rentrer ça dans le procès. Ils parlent de complicité, de corruption passive et sur la négociation du contrat VTB et RTR. Je vous dis tout de suite, VTB est client de l'I2AF ou client de Dentsu, je dirais, depuis 2007. Voici la lettre de VTB, signée le 20/12/2016 par Andrei Kostin, adressée à Lamine Diack, lui disant VTB management has considered your proposal for the bank to be sponsor of the IAAF for the period 2007-2011. Under our estimate, the total sponsorship could amount to 25 million, with the first tranche to be disbursed in 2007 reaching 8 million. Donc, VTB est d'accord pour sponsoriser l'IAF. Le contrat est de 25 millions de dollars selon nos estimations et on serait prêt à payer immédiatement, dès la signature de la première année, 8 millions de dollars. Voici le contrat. Ça date de 2007. C'est moi qui ai démarché ça. J'ai démarché ça avec un mandat signé par Dentsu qui me donne prérogative. Moi, Pape Master Diack, directeur général de Pamodzi Sports Consulting. Je n'étais ni l'agent de l'IAF, ni le consultant de l'IAF. J'étais agent de la Fédération sénégalaise de football entre septembre 2001 et décembre 2006. Voici le mandat de Dentsu. Donc je conteste cette qualification de la justice française disant que on a cherché à gagner de l'argent de VTB suite à ce problème de dopage. Lamine Diack, en 2010, 8 août 2010, à Kiev, a signé un mandat à Valentin Balahadichev en tant que membre du conseil, suite à la recommandation de la commission marketing, que nous vous demandons d'assister Dentsu pour la possibilité d'explorer le marché russe pour nos championnats du monde en 2013, le programme continental et le AEF Samsung Diamond League. Voici la lettre. Tous ces documents que je vous montre sont dans la commission rogatoire qui a été envoyée par le ministère de la Justice sénégalaise au mois de novembre 2019. La justice française les a. Mais c'est à côté. L'argent qui est rentré dans les caisses de l'IAF et de Dentsu, j'ai entendu dire Massata a gagné des dizaines de millions de dollars sur ce contrat. Le montant comptabilisé dans le rapport de l'IAF que j'ai déposé le 3 mai 2015 à Nassau est de 30 367 000 dollars, comptabilisé par Dentsu. L'IAF a encaissé 3 850 000 dollars, soit 34 217 000 dollars. C'est comptabilisé dans les comptes de l'IAF. Aujourd'hui, on dit Massata a détourné des sommes. Mais ces sommes ont fait l'objet de contrats. Aberration. On en reviendra tout de suite. Deuxième point, il parle des droits de télévision en Russie, en disant que oui, vous avez négocié des droits de télévision à hauteur de 6 millions d'euros. Un coach qui s'appelle Oleg Popov a dit à Lama, oui, on m'a dit qu'on a dissimulé les cas de dopage en contrepartie de 6 millions de dollars qui ont été négociés par le fils du président Diack. Ça a été un des points focaux. Dans la commission rogatoire, j'ai sorti cette lettre qui vient officiellement sur papier en tête de la télévision russe. Je vous la lis.
This is to confirm RTR participation in the deal approved. Donc c'est pour confirmer l'acceptation de RTR. IAAF is selling the media rights to the IAAF World Championship 2013 to RTR. License fee to be paid by RTR for IAAF World Championship is $1.2 million US. IAAF taking back the responsibility of the host broadcaster from LOC in exchange of $12.1 million. IAAF is appointing EPC to act as HB for $8.8 million. Subcontract for HB to be made between EPC and RTR for the amount of $2.5 million. C'est ça que la télévision. Mais en résumé, la télévision russe dit que je ne peux acheter les droits que pour $1,2 million. Le contrat, les correspondances sont attachés, confirmés par Essar Gabriel, je ne sais pas, je ne connais pas la date exactement, une lettre adressée au ministre des Sports russe, Vitaly Mutko, où il dit IAAF will buy back the TV rights for the event in Russia from IEC Sports and sell them for $1.2 million to RTR. Ça confirme l'accord. Le ministre a répondu le 27 juin, le ministre des Russes, qui était président du comité d'organisation. We would like to thank you for the efficient and constructive IAAF proposal and your intention to resolve situation on rights acquisition and host broadcasting issue for the IAAF World Championship Moscou 2013. Il donne son acceptation. Toutes les correspondances sont là. La réunion qui a eu lieu sur les droits de télévision, elle a eu lieu le 12 juin 2012 entre Valentin Baradishev, Vladimir Weinstein, conseiller télévision de la Fédération, Essar Gabriel, Papa Massata Diak, Habib Sissé. Alors, voici la réunion. Les PV de réunion sont là, ont été signés par Essar Gabriel et Valentin Baradishev. La correspondance officielle de l'IAF accepta toutes les conditions, sont là. Tous ces papiers ont été déposés à la justice française en bonne et due forme depuis le mois de novembre 2019. Dans l'ordonnance de renvoi, Mme Bénédicte Giraud de Pertuis continue à insister que c'est bien 6 millions d'euros. Parce qu'on nous l'a dit dans le rapport de la banque. Écoutez, ce n'est pas du droit pénal. On va qualifier ça plus tard. Alors, donc, la justice française et l'AMA ont menti en ce qui concerne les droits de télévision. Massata en a apporté les preuves. Dernier point, on nous parle d'abus de confiance. On nous parle que Lamine Diack et son fils auraient détourné des sommes importantes appartenant à l'I2F. Alors que Sebastienko était vice-président de l'I2F. Lamine Diack, en tant que président entre 2001 et 2015, a fait 4 congrès. Les comptes ont été budgétisés, exécutés, audités, certifiés par KPMG, le cabinet Alain Leclerc à Monaco, en congrès. Approuvé, signé, quitus a été donné à Lamine Diack. On lui a renouvelé son mandat. À aucun moment, l'intégrité ou les finances de l'I2F n'ont été mises en mal. Pape Massata Diack n'a jamais facturé au nom de l'I2F. Pape Massata Diack n'a jamais... Et mes sociétés d'abord, disons pas Pape Massata Diack, mais mes sociétés, ni PMD, ni Pamodzi, n'ont jamais encaissé quoi que ce soit au nom de l'IAF. L'IAF a une directrice financière. Quand il y a un contrat de sponsoring, elle le fait. Elle encaisse dans le compte de la CMB ou de la Barclays. Donc, il n'y a aucune possibilité de détournement. Parce que KPMG l'aurait tout de suite vu et aurait arrêté quelques saignées financières. Parce que c'est impossible. Alors, je m'en vais maintenant vous livrer mon point de vue personnel. Parce que je pense que tous ces documents que je vous montre ont été versés dans la commission rogatoire et n'ont pas été exploités. Par contre, quand on voit le délibéré qui a eu lieu le 16 septembre, je vois que ce jugement est dépourvu de toute logique. Le juge explique que je ne suis qu'un émissaire de Lamine Diack. Je suis son complice, en fait. Mais pourtant, il me condamne à 2 fois plus et plus sévèrement que Lamine Diack. Il demande 5 ans. Lamine Diack, c'est 2 ans de prison ferme, 2 ans avec sursis. Moi, elle demande 5 ans. Je peux considérer.
Je n'ai pas déféré à la justice française. In absentia, peut-être, ils me disent, bon, quand il n'est pas venu, il n'a pas voulu participer au procès intuitif personnel. Mais on me condamne. Mais ils savent bien que je ne peux pas venir en France. Juridiquement, la réponse de Sidiki Kaba suffit. Non seulement la réponse suffit, ils ont fait une commission rogatoire que le Sénégal a enfin acceptée au novembre 2019. J'ai été représenté personnellement par mes avocats le 13 janvier. J'ai été représenté le 8 janvier par les avocats français, Anton Jovier. Alors que les Russes, Melnikov, Valentin Balhanichev, ils ne sont pas venus en France. Ils ne se sont pas fait représenter. Ils ont ignoré la justice française. On les condamne à 3 ans de prison ferme, pas d'amende financière pour Valentin. Alors qu'on dit qu'ils ont extorqué de l'argent à leurs athlètes. Pas d'amende financière pour Melnikov, le coach. Celui qui a quitté les athlètes, on le connaît. Il est identifié. Les athlètes disent, Sobukova dit que j'ai remis à Alexei Melnikov. On veut nous créer un univers de corruption en disant non, c'était de l'argent qui devait retomber sur des officiels de l'IAF. À un moment, l'athlète, dans sa déposition, dit j'ai remis de l'argent à Melnikov pour un avocat. Alors, soyons sérieux. L'avocat, ce n'est pas Mastadiak. Mastadiak n'est pas avocat. Un homme noir qui vient souvent à Moscou. Il y a une réunion qui était prévue le 4 décembre 2012. Oui, on a vu Pape Mastadiak dans le hall de la réception. Je suis arrivé avec une lettre montrant mon visa du 5 décembre, sorti le 7 décembre, avec la facture d'hôtel de Monaco, où je quitte Monaco à 5 heures. J'arrive à Moscou. Ils me disent non, tu étais là-bas. La commission d'éthique de l'IAF dit non, tu es venu le 4, tu es ressorti, tu es revenu. Alors je me suis dit, bon, mieux vaut ne pas insister. Alors, nous sommes condamnés pour corruption avec des athlètes russes qui, soi-disant, ont payé. Mais ils n'ont pas été renvoyés devant le juge. Donc, si on suit la logique du juge, ces Russes ont accepté de verser de l'argent à un homme identifié, qui est Melnikov, et de courir, car ils ne le devraient pas. Mais donc, il n'y a aucun corrompu. Il y aurait des corrompus, mais il n'y a aucun corrupteur. C'est en fait ça qu'on cherche à nous expliquer. Alors moi, je pense que la justice française est en train de bafouer le droit pénal. On est en train de réécrire le droit pénal français. Un acte de corruption, c'est un pacte de corruption entre deux parties. Donc, ils sont allés à Moscou, le juge Van Rudenbeck en commission rogatoire. Ils disent que 5 athlètes ou 6 athlètes avaient payé 3 450 000. Ils n'ont entendu aucune de ces athlètes. Ils ne les ont pas inculpés ni mis en examen, comme ils l'ont fait pour Nasser Al-Khelaifi ou Sonekazu Takeda dans l'affaire de Tokyo 2020. Il n'a pas touché à un athlète russe. Donc, moi je pense que la justice française est en train de se foutre de nous. Le juge prétend que Melnikov, Balhanichev ont racketté les athlètes et ont participé à un prétendu système de corruption. Alors, ce qui induit logiquement qu'ils aient bénéficié financièrement. On voit qu'il n'y a aucune amende à l'encontre de ces deux personnes. Et l'infraction, comme pour Pape Mastadiak, est moindre que celle de Pape Mastadiak, alors que le fait de racket leur est imputé. Les contrats conclus entre les mêmes sociétés, DENSO, AMS et IAF, étaient clairs. Et qui plus est, prévoyaient des commissions à des taux plus de 2 fois inférieurs à ceux du marché. Je facturais 5%. Et je demanderai à Awa de mettre quelque chose sur la table, sur les financements de l'I2AF, parce que c'est là où l'amalgame est créé. L'IAF ne contrôle que 4 droits. Elle contrôle la Diamond League, elle contrôle le Continental Programme, c'est les meetings, la Diamond League, vous la connaissez, c'est 14 meetings à travers 6 continents, et elle contrôle les droits de télévision européens et le gala annuel.